Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien, que le début de semaine n'a pas été trop compliqué pour vous. Aujourd'hui nous nous retrouvons donc, comme vous l'aurez compris je suppose, pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons évoquer un phénomène assez étrange, que l'on appelle la bilocation. Ne pas confondre bien sûr avec le doppelganger. Mais avant de vous préciser un petit peu la différence, comme d'habitude, je vous invite à vous installer bien confortablement, au chaud, sous la couette, sous un plaid, sur votre canapé, votre lit, dans un bon gros pouf, enfin. Vous vous installez où vous voulez, tant que vous êtes tranquille et apaisé et que vous pouvez m'écouter tranquillement. Si vous voulez, vous pouvez vous accompagner d'une petite tasse, je sais pas, de thé, café bien chaud, ou bien encore un jus d'orange ou de l'eau. C'est selon votre envie, hein. Et il en va de même. Si vous voulez vous accompagner de quelques petites choses à grignoter, eh bien laissez-vous tenter. De temps en temps, ça ne fait pas de mal. Mais revenons-en à notre sujet du jour, si maintenant vous êtes bien installé. Alors oui, aujourd'hui je vais vous parler d'un événement qui aurait eu lieu. Alors cet événement se serait passé au XVIIIe siècle et ce serait un phénomène de bilocation. Pourquoi je vous ai dit juste un peu plus tôt de faire la différence entre bilocation et doppelganger? La bilocation, c'est plutôt, on va essayer d'expliquer les choses simplement, puisque je pense que je ferai une vidéo spéciale sur qu'est-ce que, pour rentrer un peu plus dans les détails, mais pour schématiser la chose, la bilocation, c'est le fait donc de se trouver à deux endroits en même temps, mais quelque part de le vouloir, c'est-à-dire de, entre guillemets, se projeter ou envoyer une projection de soi à un autre endroit. Alors que le doppelganger, lui aussi de façon simple, même s'il peut y avoir un peu plus de complexité dans l'un comme dans l'autre, comme je vous l'ai dit, là je schématise, le doppelganger, généralement, on ne s'en rend pas compte et ce n'est pas forcément quelque chose qui vient de nous. Ça peut être tout simplement une autre personne qui nous ressemble, par exemple. Mais ça peut être aussi un double de nous. Nous ne savons pas qu'il existe. Nous ne sentons pas sa présence, rien du tout, comme ça a été le cas d'une certaine Émilie. Mais ça, j'en reviendrai dans ce cas dans une autre vidéo. Voilà pourquoi je vous demandais de ne pas confondre bilocation et doppelganger. Dans un cas, théoriquement, vous êtes conscient et c'est vous qui décidez d'être à deux endroits en même temps, et dans l'autre, généralement, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Ce sont les autres qui sont témoins et qui racontent l'histoire. C'est vraiment très schématisé, hein. Ne m'en voulez pas, ne me tombez pas dessus dans les commentaires, c'est très schématique pour faire la différence. Comme j'ai dit, je reviendrai dessus sur des vidéos un peu plus approfondies dans la section qu'est-ce que sur cette chaîne, et là où j'étayerai un peu plus le propos et où j'expliquerai un peu plus les nuances. Maintenant vous avez à peu près schématisé et compris la différence. Là aujourd'hui nous évoquons un phénomène de bilocation qui serait arrivé à un certain Alphonse de Liguori. Comme d'habitude, vous êtes un petit peu habitué à comment je fonctionne pour faire mes vidéos, c'est-à-dire qu'avant de vous parler du phénomène en lui-même, vous savez quand même que j'aime bien vous présenter que ce soit un lieu, si on parle de hantise, enfin voilà, ou un pays, ou etc. Là, comme nous sommes face à une personne, je vais commencer quand même par vous dire qui était Alphonse de Liguori, histoire quand même que vous en sachiez un petit peu plus le concernant. On va commencer par la chose qui est le commencement de la vie tout simplement, puisque Alphonse de Liguori est né le 27 septembre 1696 à Marianella, qui est près de Naples. Il est issu d'une famille assez noble, ce qui va permettre, grâce à ses origines, qu'elles soient familiales et intellectuelles, d'avoir un brillant avenir. Ses parents vont remarquer ses talents assez exceptionnels dès qu'il était enfant. Il va donc recevoir, au vu de ses talents, une éducation qui sera à la hauteur de ses capacités. Ce qui est à remarquer chez cette personne, c'est que Alphonse de Liguori excelle en pratiquement tout. Il apprend auprès des meilleurs maîtres et il apprend des choses qui sont aussi bien la philosophie, les sciences, la musique, la peinture et bien d'autres. À seulement 12 ans, il va entrer à l'université. Et à 16 ans seulement, alors que nous, on nous en sommes même pas à être à l'année du baccalauréat, lui, à 16 ans, il va recevoir le titre de docteur en droit civil et ecclésiastique.
et il va devenir avocat. Maintenant qu'il est avocat, il va plaider pendant 8 ans et il ne perdra jamais un seul procès. Mais malheureusement pour lui, cela va changer. On est à Naples, en juillet 1723. Alphonse de Liguori a été choisi comme avocat pour un procès. Et cette fois-ci, il va perdre. Il va trouver que c'était un procès injuste et que la partie adverse a été bien trop malhonnête. Et c'est ça qui l'a fait perdre. Cela va amener dégoût, humiliation chez Alphonse. Et à la fin du procès, il va finir par quitter le tribunal et partir pendant quelques jours. Lorsqu'il va revenir, celui-ci a, comme qui dirait, changé. Il arrête sa fonction d'avocat et il décide de devenir prêtre. Ce sera sa première conversion. Alphonse devient donc jeune prêtre et il découvre tout ce qui est abandon spirituel, pauvreté matérielle, etc. Et il découvre l'abandon spirituel, la pauvreté matérielle, enfin tout ce qui a lieu de découvrir en tant que jeune prêtre. Il va avoir le cœur bouleversé lorsqu'il va voir la misère qu'il y a autour de lui. En novembre 1732, il va alors décider de fonder une congrégation de missionnaires qui sera chargée d'annoncer la bonne nouvelle du salut aux gens les plus démunis de secours spirituel. L'histoire des rédemptoristes, comme on va les appeler, va être alors amorcée. Ce sera alors sa deuxième conversion. Il va être quasiment après pendant toute sa vie fidèle à Dieu. Et comment il va représenter cette fidélité à Dieu ? Eh bien, la prière sera sa seule nourriture, la plus importante, nous allons dire. C'est la nourriture qui va l'alimenter et alimenter aussi son œuvre missionnaire lorsqu'il va annoncer la parole auprès des démunis qu'il va rencontrer. Pour Alphonse de Liguori, vie de prière et vie missionnaire, c'est quelque chose qui va ensemble. Il est impensable pour lui que l'un aille sans l'autre. D'ailleurs, il devient même un prédicateur infatigable. C'est vraiment tout au fond de lui, il ressent ce besoin d'aller à la rencontre de ces personnes, comme il les appelle, des âmes abandonnées, pour pouvoir partager la parole d'espérance du Christ. Sa prédication est plutôt efficace en fait, puisqu'il a un contenu assez substantiel, un style simple et une orientation pratique. En gros, il ne fait pas de chichi tout simplement lorsqu'il va voir les gens. Au vu de ce qu'il fait, c'est donc un homme de la parole vivante annoncée, mais c'est aussi un homme de pardon, car celui-ci va passer des heures à aller entendre les confessions des différents pénitents qui viennent de partout. D'ailleurs, des années plus tard, l'Église va le nommer patron des confesseurs. En le faisant patron des confesseurs, l'Église va enfin reconnaître l'apport d'Alphonse Liguori comme étant exceptionnel venant de cet homme de miséricorde. Pour annoncer la parole d'espérance, Alphonse est plutôt du genre à miser sur les missions populaires et sur les prédications. D'ailleurs, il va se permettre de faire appel à l'apostolat par la plume. Comme il ne peut pas se faire entendre partout, puisque justement il ne peut pas être partout à la fois, il va décider d'essayer d'atteindre ceux à qui il ne peut pas parler, tout simplement en faisant des écrits. Alphonse va devenir donc un homme des médias, mais pas dans le sens où on l'entend aujourd'hui. C'est tout simplement un homme des médias puisqu'il va se servir de l'écriture pour pouvoir faire de la prédication. Mais tout cela encore n'est qu'une partie d'Alphonse de Liguori. Parce qu'en plus de cela, donc d'être un homme des médias, d'aller prêcher la parole d'espérance du Christ, de s'être converti, d'avoir été avocat, Alphonse est aussi un artiste au fond de lui. Il excelle très bien dans les beaux-arts, il dessine avec talent et il peint des tableaux du Christ et de la Madone. Ce sont des images dessinées ou bien peintes par lui-même qui serviront d'ailleurs de support visuel à toute sa prédication, que celle-ci soit orale ou bien encore écrite. Mais il ne s'y connaît pas non plus qu'en dessin ou en peinture, puisque, à ce qu'il paraît, en musique, Alphonse aurait la classe d'un maître reconnu. Quand je vous disais un peu plus haut qu'il avait un peu tous les talents et qu'il savait à peu près tout faire. Nous continuons dans l'histoire d'Alphonse, je vous rassure, je vous ai résumé un petit peu, normalement c'est plus détaillé. Mais comme sa vie, il a fait beaucoup de choses, ça peut paraître long comme ça, mais c'est quand même, je trouve, important pour vous montrer aussi le côté un peu exceptionnel de l'homme en parallèle. En 1762, Alphonse va devenir
évêque du diocèse de Sainte-Agathe-des-Goths. Et il va renouveler entièrement son diocèse. Réforme du clergé et du grand séminaire, réforme des couvents et des paroisses, visites pastorales fréquentes, missions paroissiales, etc. Donc maintenant, c'est Monseigneur de Liguori. Malheureusement, après toute cette vie, comme vous l'avez vu, qui est quand même bien remplie, à partir de 1768, Monseigneur de Liguori va être frappé d'une maladie qui va s'étendre à toutes les articulations de son corps. Ce sont bientôt les vertèbres de son cou qui vont commencer à se replier sur elles-mêmes, obligeant ainsi son menton en fait à appuyer fortement au niveau de sa poitrine. Et cette position va entraîner deux problèmes. Le premier, c'est que le menton, à force d'appuyer sur la poitrine, le frottement, etc., ça amène qu'il a une plaie vive à ce niveau-là. Et le deuxième problème, c'est que vu comment il est placé, en fait, cela va amener un problème de respiration. Pendant les 19 années qui vont suivre, Monseigneur de Liguori restera enfermé et ne sortira plus. On pourrait se dire que c'est une torture, ce qu'il est en train de vivre. Mais à aucun moment, il ne va se plaindre. Lorsqu'il s'adresse au crucifix qui est placé devant lui, il va dire « Je vous remercie Seigneur de me donner quelque part aux souffrances que vous avez endurées dans vos nerfs lorsqu'on vous a cloué sur la croix. Je veux souffrir, ô mon Jésus, comme vous voudrez et autant que vous voudrez. Seulement, donnez-moi la patience. Brûlez, coupez, ne m'épargnez pas ici-bas, mais épargnez-moi dans l'éternité. » En juillet 1775, Pie VI va accepter la démission de Monseigneur de l'épiscopat. Et durant les dernières années de sa vie, Alphonse de Liguori s'occupera d'écrire et de défendre la religion. En juillet 1787, celui-ci s'approche de la mort. Au moment où on lui apporte le Saint Viatique, il va alors dire « Mon Jésus, ne me quittez pas ». Le 1er août, alors qu'il tenait sur son cœur un crucifix et l'image de Marie, il va s'endormir doucement vers le repos éternel. Ce qui a été marquant pour ceux qui ont assisté à sa mort, c'est qu'au moment où celui-ci s'est endormi éternellement, la cloche du couvent s'est mise à sonner l'Angélus. On peut clairement dire que dans sa vie, Alphonse de Liguori a vraiment répondu à l'appel du Seigneur avec une grande générosité et qu'après avoir abandonné son statut d'avocat, il s'est pleinement donné à Dieu. Il a vraiment tout donné pour suivre le Christ. Et cela depuis son droit d'aînesse jusqu'à sa carrière, comme je le disais, d'avocat. À la base, je vous rappelle que ce jeune homme était un riche napolitain et il a accepté de tout laisser derrière lui pour se laisser guider par Dieu et seul Dieu enrichira son existence. Et le fait qu'il ait des écrits, cela permet aussi de transmettre sa pensée, sa vision des choses à, entre guillemets, ses fils. Au final, Alphonse de Liguori a été noble, avocat, prêtre, fondateur, mystique, missionnaire, prédicateur, confesseur, homme de médias, homme de lettres, peintre, musicien, évêque et l'ami des pauvres. Et tout au long de sa vie, il n'aura cherché qu'une seule chose, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. En 1839, il sera décidé et accepté de canoniser Alphonse de Liguori. Et en 1871, il sera reconnu docteur de l'Église. Et bien plus tard, en 1950, on le reconnaîtra patron des confesseurs et des moralistes. Donc voilà un petit peu pour la vie bien remplie d'Alphonse de Liguori. Mais je sais que ce n'est pas la partie qui va le plus vous intéresser, mais pour moi il était important quand même de vous parler et de vous situer un petit peu cette personne. Nous allons évoquer ce phénomène maintenant de bilocation qui lui serait arrivé. Alors, dans la culture populaire, on parle peu de la bilocation. Surtout, quand je parle de culture populaire, on se contente bien, vous vous doutez, de phénomènes paranormaux. On est plus tenté à parler des maisons hantées, des ovnis, etc. que de la bilocation. Seulement, ça reste un phénomène qui est très intéressant. Et comme je vous disais un peu plus tôt, pour faire simple, la bilocation, c'est le fait d'être à deux endroits distincts au même moment. Et c'est ce qui concerne donc Alphonse de Liguori.
Nous sommes le 22 septembre 1774. À ce moment-là, le pape, qui est Clément XIV, est mourant. Après avoir cédé aux pressions faites sur lui pour supprimer l'ordre des jésuites, il n'a pas pu trouver la paix du cœur. Dieu, alors, dans sa miséricorde, va décider de lui envoyer, entre guillemets, pour pouvoir l'assister dans ses derniers moments sur la vie au plan terrestre, un saint du nom d'Alphonse de Liguori. À ce moment-là, c'est le moment où il est évêque à Sainte-Agathe-des-Gaux. Alors, on pourrait se dire, ok, il a été donc aux côtés du pape jusqu'à celui-ci rendre son dernier souffle. Vous vous doutez que ce n'est pas le cas, sinon cela ne serait pas intéressant pour la vidéo. Car au moment où on le dit assister le pape dans ses derniers instants à Rome, eh bien, le Saint-Évêque est présent dans son évêché à 200 km de distance. Voilà où est notre fait de bilocation. Alors, ce n'est pas seulement un dire de l'intéressé, en l'occurrence, car il y a des témoins qui vont confirmer, donc d'une, qu'il était bien dans son évêché, et de deux, des témoins vont clairement dire qu'ils l'ont vu aux côtés du pape lorsque celui-ci était en train de mourir. Si vous voulez, à ce moment-là, en fait, on a d'un côté dans son évêché de Sainte-Agathe-des-Gaux, Alphonse de Liguori, qui est endormi depuis 2 jours, qui se trouve donc dans son lit, et au même moment, il se trouve près de Naples, au chevet du pape. Celui-ci dira d'ailleurs, quand il sera en gros de retour et plus endormi, « Vous pensiez que je dormais ? Mais non, j'étais allé assister le pape qui vient de mourir. » Là où on sait que c'est vrai, c'est qu'au moment où celui-ci dit cette phrase, l'annonce de la mort du pape n'a pas encore été faite. Donc personne ne sait encore que celui-ci est mort. Donc au début, ceux qui l'entourent sont un peu étonnés et se demandent de quoi il parle. Seulement un peu plus tard, officiellement, on va annoncer que le pape était mort le 22 septembre 1774, exactement à l'heure exacte où l'évêque est finalement sorti de son sommeil. Et où il a dit, bien sûr, cette fameuse phrase. Comment expliquer cela ? Je ne sais pas. Comment expliquer qu'il ait pu se trouver à 2 endroits en même temps, que des témoins l'aient vu aux 2 endroits en même temps ? Là, c'est un phénomène très mystérieux. Alors certes, on peut se dire comme ça que c'est pas très terrifiant, donc peut-être un peu moins intéressant que d'autres sujets, comme je le disais, maisons hantées, ovnis et j'en passe. Ça n'empêche que même s'il n'y a pas de démons, s'il n'y a pas de fantômes, etc., c'est un sujet malheureusement qui n'intéresse pas beaucoup tout ce qui est médias et chercheurs pour essayer de comprendre ce qui peut se passer, car il y a peut-être une explication qui se fait sur le fait que cette personne ait été à 2 endroits en même temps. On ne sait pas, le corps est quand même capable de choses qu'on découvre au fur et à mesure. Donc qui sait ? Mais aujourd'hui, eh bien, ce phénomène de bilocation déjà est très peu rapporté. Et les quelques histoires qui sont rapportées n'intéressent pas vraiment ceux qui enquêtent sur les phénomènes paranormaux. Donc on n'en sait pas vraiment plus en ce qui concerne ces phénomènes précisément. Tout ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment un phénomène mystérieux et très intéressant. Si vous, peut-être, vous avez déjà réfléchi à la question, peut-être que vous vous y êtes intéressé et que vous avez une théorie sur la possibilité d'être à 2 endroits en même temps. Moi, je pense comme ça, mais c'est assez bizarre. Je pensais au voyage astral quand je l'ai lu, mais généralement, le voyage astral, vous laissez votre corps et entre guillemets, votre âme s'en va. Que là, on a clairement les 2 personnes, entre guillemets, puisque les 2 personnes ne forment qu'une, qui sont physiquement présentes. Donc je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas quoi en penser. Comme je le disais, si vous avez une théorie possible, n'hésitez pas à me la dire. En tout cas, ce sera tout pour cette vidéo. Vous avez vu que nous avons eu affaire à une personne qui a eu une vie bien remplie et qui en plus a vécu quelque chose d'assez exceptionnel et encore mystérieux à ce jour. Vous savez que pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, vous avez la section commentaires.
Vous avez plein de raisons de me laisser un petit commentaire, que ce soit pour réagir à la vidéo, me dire vos théories, me passer un petit coucou. Enfin voilà. Je ne mords pas, donc n'ayez crainte. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, il vous suffit tout simplement d'aller voir le petit pouce en l'air et de cliquer dessus pour me mettre un petit like. Et ça fait toujours super plaisir. Je le répète à chaque fois, mais c'est important de vous le dire. Et puis pour ceux qui passeraient par là et qui hésiteraient encore à s'abonner, comme je le dis à chaque vidéo, cette chaîne est une chaîne dédiée au paranormal. Et je parle vraiment de divers sujets qui sont tous reliés plus ou moins au paranormal. Alors certains sont un peu moins entre guillemets connus. Il y a des sujets dont on parle un peu moins, puisque comme je le disais dans la vidéo, on aime un peu plus parler de tout ce qui est maison hantée et ovni et réduire à peu près, on va dire ça, lorsqu'on parle de paranormal, mais il y a beaucoup plus de choses que ça. Donc si vous voulez découvrir toutes ces choses et que ces choses vous intéressent, n'hésitez pas, vous avez juste à prendre quelques secondes. Les secondes que vous prenez pour écouter la vidéo, eh bien vous allez en dessous de celle-ci et vous cliquez sur le bouton s'abonner. Et c'est aussi simple que ça. Normalement, si vous vous êtes abonné, une petite cloche aura dû apparaître à côté de ce petit bouton. Et cette cloche, en fait, c'est pour les notifications. Moi, personnellement, vous vous doutez que je vous conseille d'activer les notifications. Et je vous conseille encore plus d'activer le bouton recevoir toutes les notifications. Comme ça, dès qu'une vidéo sur la chaîne est postée, YouTube vous enverra une petite notif pour vous prévenir et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien et à profiter tranquillement de la vidéo. Donc là, c'est pareil, ça vous prend que quelques secondes. Donc n'hésitez pas à le faire. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où il est possible de le faire, que ce soit de manière orale, comme sur réseaux sociaux, blog et j'en passe. Car certains s'y connaissent peut-être mieux que moi encore en informatique. Je vous remercie d'ailleurs si vous faites tout cela. Vous êtes géniaux, il n'y a rien de plus à dire que ça. Si vous vous êtes abonné, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Je suis la gardienne de cette bibliothèque du paranormal, ou du surnaturel, selon le mot que vous voulez utiliser. Eh bien, je crois, mes chers amis bibliothécaires, qu'il va être temps pour moi, justement, en tant que gardienne de cette grande bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci, et de vous dire à jeudi, pour une prochaine vidéo qui, j'espère, vous plaira tout autant. Allez, bye!